Nous sommes samedi soir, bienvenue à tous dans Backcheck XXL, un beau programme ce soir une nouvelle fois avec nos invités qui sont là et le robot qui tousse un tout petit peu, vous l'avez vu, avec Gilles Montaudoin, avec Patrick Koppliger. Deux soirs de suite qui tousse. Ça a été compliqué, mais on dit parfois qu'il y a des joueurs qui jouent beaucoup, tu vois, 28 minutes de temps de grâce ce soir, on a eu notamment dans le match en Genève et Lausanne. Quand on dépasse les 4 heures d'émission, il rêve, il faut prendre son temps mort. Non, plus sérieusement, messieurs, qu'est-ce que vous allez retenir de cette soirée, Gilles? Alors, Bienne a enfin renoué avec une victoire. Patrick. Zug qui gagne le match au sommet. Et puis Fribourg domine, mais s'incline quand même. Ouais, et puis l'image du jour, bien sûr, c'est la victoire dans le choc au sommet de Zug du côté de la Post Finance Arena, avec notamment ce deuxième but en breakaway, signé Thierry. Et un magnifique programme pour ce Backcheck XXL. On parlera d'ici quelques instants de NHL. On reviendra bien sûr sur le choc au sommet. Notre match studio que vous avez pu suivre tout à l'heure si vous étiez avec nous entre le CP Berne et Zug. Mais on va commencer, messieurs, avec le derby roman qui avait lieu cet après-midi en Swiss League du côté de la patinoire des Mélèzes entre La Chaux-de-Fonds et Ajoie. 5e derby quand même de la saison déjà. Avantage pour l'instant aux Chaux-de-Fonniers qui mènent 3-1 dans l'exercice du face-à-face. Et puis c'était un match dans le match entre De Vos d'un côté et Kaufmann de l'autre, les deux meilleurs pointeurs du championnat. Mais ça n'a pas été la partie de Wolf dans les buts, puisque là il fait véritablement un cadeau pour le 2-0 d'Ajoie qui va s'imposer 4-0 dans cette partie. Deux équipes qui suivent véritablement des courbes, on va dire, opposées, puisque c'est la 3e défaite consécutive, Gilles Montaudoin, du HC à Chaux-de-Fonds. 3e victoire de suite, par contre, du côté du HC Ajoie. Oui, effectivement, c'est vrai qu'Ajoie sortait de 2 victoires contre des équipes qui étaient bien classées en dessous. Et puis, il leur fallait absolument, pour leur orgueil aussi, pour le moral, de battre une fois dans ces derniers temps une grosse équipe. Et ça a été fait avec la Chaux-de-Fonds. C'est vrai que 4-0 à la Chaux-de-Fonds, c'est assez sec quand même. Et 2 buts de Hazen, 2 buts de Vos, Patrick Koppliger, on prend les mêmes et on recommence. C'est dans les vieilles marmites qu'on fait la meilleure soupe. Non, mais j'en sais rien, mais c'est incroyable. On les connaît comme les loups blancs, quand même, les deux. Et saison après saison, ils tracent les places des meilleurs pointeurs. Oui, c'est vrai, ils font la différence. C'est des excellents joueurs. Ils savent se mettre au bon endroit, au bon moment, et puis faire la différence. C'est ce qu'on attend aussi de joueurs comme ça dans cette ligue. Bon, messieurs, il y avait bien sûr ce derby roman, il y avait d'autres rencontres également en Swiss League. Moi, je vous propose de jeter un petit coup d'œil aux autres résultats, justement, avec peut-être même une surprise. On va le voir. Regardez ça. Alors, Chaux-de-Fonds Ajoie, on en a parlé, 4-0. Winterthur qui bat Holton, 6-3. Surprise aussi. Ça, c'est une surprise. Cloton qui s'impose chichement face à Langenthal 1-0. Viège qui dispose des Ticino Rocket 4-0. Et les Getseka Lions qui s'imposent face à Zug Academy. Petit coup d'œil donc au classement de cette Swiss League. Holton, le leader qui perd des pubs. Chaux-de-Fonds qui perd également des pubs. Ça se resserre un peu, puisqu'on retrouve Viège désormais avec 64 points, 63 pour Cloton et 63 également pour Ajoie. Et puis Langenthal quelque peu distancé. Puis pour les playoffs, vous voyez, il y a encore du suspense entre Zug Academy et les Getseka. Là, Lions, mais Winterthur qui joue un petit peu les troubles faits finalement en cette fin de saison régulière. Ça, c'est pour la Swiss League. On va passer maintenant à la National League, si vous le voulez bien. Ouverture des feux, c'est parti, 5 matchs au programme. On va commencer avec Bienne qui recevait Ambri Piotta. Et la grande question qu'on se posait tous, c'était de savoir, est-ce que c'est véritablement la crise à Bienne ou pas? Si vous étiez avec... Non, mais c'est vrai, si vous étiez avec nous hier, il y a une défaite 4-0 du côté de Langnau. Franchement, on n'a rien vu. On avait marqué un but dans les 3 derniers matchs. On ne marque pas de but du côté de Bienne. Et ça a été poussif et compliqué au niveau de la réalisation puisqu'il faut attendre la 38e minute de jeu, Patrick Koppliger, pour voir un Damien Brunner. Et on le voit, on a la rage, ouvrir le score. C'est vrai, il avait la rage aussi, je pense, par rapport au coup qu'il a reçu quelques minutes auparavant. Mais c'est vrai qu'il a envie de marquer, il fait une super feinte, il prend le temps avec le puck et puis cage pratiquement vide à la fin.
Ouais, la finition du côté de Damien Brunner et puis la passe de Sami Kreis, superbe dans la profondeur, qui fait beaucoup aussi sur cette réussite. On a une image, ensuite il y a des images chocs durant cette soirée, là aussi vous allez la voir. C'est Lergue, regardez, qui va sortir sur blessure. Et ça, Gilles Montandon, il y a peut-être laissé un doigt, comme on dit. Alors effectivement, je ne sais pas si on va le voir par la suite, effectivement, il bloque le shoot. Puis il faut savoir, c'est quand on tient la canne, les doigts sont sur vraiment quelque chose de... Regardez, c'est la main, regardez. Ah ouais, quelque chose de dur. Donc vous prenez un peu sur le doigt. Ouais, il s'est fait écraser le doigt. Ouais, exactement. Probablement que le puck est arrivé directement sur son doigt où il a écrasé le doigt entre sa canne et le puck. Donc ça, probablement un doigt cassé. En tout cas, si c'est éclaté, ouvert, c'est pas très grave, mais ça risque d'être cassé. Il n'est pas revenu au jeu. Mais on voit parfois des joueurs justement jeter des gants comme ça et pas de cinéma. Aïe, aïe, aïe. Ouais, mais ce qui fait encore le plus mal, c'est les extrémités. Alors c'est clair, quand tu prends au milieu d'un doigt là, sur les premières phalanges, ça va. Mais les extrémités des doigts, quand ils éclatent, là par contre, c'est courageux sur le shoot parce que le gars, il arrive vraiment en plein slap shot. Le gars, il descend encore sur ses appuis. Là, c'est un signe de sacrifice, alors costaud. Voilà. Et on voit encore quelques secondes après, il y a un deuxième shoot et il se met presque encore dans la ligne de shoot sans gants avec les mains dans le dos. Ouais, chapeau. Sacrifice pour l'équipe. Ouais, chapeau en effet. Puis si vous voulez connaître la douleur, c'est simple. Si vous ne faites pas de hockey, mettez votre main sur la portière de la voiture, vous la refermez, puis ça va faire à peu près le même résultat. Non, mais c'est pour montrer évidemment la douleur qu'on peut ressentir. On est en troisième période. On est en troisième période à 5 minutes de la fin. C'est, j'ai envie de dire, incroyable. Là aussi, c'est une première. Mais Dominique Diem, premier but de la saison. Exactement, premier but de la saison. C'est un transfert dont on attendait beaucoup. Regardez, il se fait un petit peu chambrer, je pense, par les collègues. Et c'est le 2-0, mais c'est surtout le but de la sécurité pour Diem. Encore une bonne passe de Kreis, une bonne entrée de zone. Et Diem marque son premier but. À sa décharge, il a obtenu pas mal de mentions d'assistance depuis le début de l'année. Voilà. Donc, c'est pas buteur, c'est pas sa principale qualité. C'est un gars plutôt qui est utile dans les deux sens de la patinoire. Il peut faire de très belles passes, comme sur cette séquence-là d'ailleurs. C'est lui qui est à l'origine de la passe. Un très bon fait de passe pour Rayala. Et Rayala, Gilles Montandon, qui n'a pas visé le poteau cette fois-ci, ou leur cadre, parce qu'il était vraiment en disette. Réussite également. Ouais, effectivement, mais là, je veux dire, l'exécution, que ce soit de la passe ou bien le shoot de Rayala, c'est exactement ce qu'il fait. Puis ce qu'il y a de bien, où on voit que c'est des buteurs, vraiment là, c'est qu'ils prennent le temps de shooter. Il n'y a aucune précipitation dans le mouvement, ils visent. Alors bien sûr, il y en a beaucoup qui shootent au goal, qui ne visent pas forcément, mais ce genre de sniper, comme on les appelle, c'est vraiment déjà des joueurs qui savent exactement où ils shootent. Victoire de Bienne donc ce soir sur le score de 3-0 du côté de la Tissot Arena. On va écouter une réaction à l'issue de ce succès. Bienne qui renoue avec la victoire. On va écouter le capitaine au grand cœur, Mathieu de Chantrey. Mathieu de Chantrey, victoire 3-0 face à Ambry. Mais c'est une soirée où vous avez dû vous montrer patient. Oui, bien sûr. Je crois qu'on a fait un super premier tiers-temps avec beaucoup d'occasions. On a un peu beaucoup de peine en ce moment à marquer des buts. Et ce soir, c'était exactement comme dans le passé un peu. Mais grâce à Bruni, je pense que le premier but là était très très important. Puis il a sorti un grand match ce soir. Ce but était d'autant plus important qu'il est intervenu à un moment où vous étiez un peu en difficulté. Je ne sais pas. Je crois que le match était quand même un peu, dans notre faveur. Je crois qu'on s'est créé beaucoup d'occasions, même en deuxième tiers-temps. Mais beaucoup de pénalités sur les deux côtés, ça arrive. Mais je crois que le but, il est aussi tombé dans vraiment de bons moments. C'est une belle réaction d'équipe. Également, après 3 défaites de suite, c'était important d'emporter les 3 points ce soir. Oui, absolument. Le classement, il est très très serré. On a laissé beaucoup de points sur la route ces derniers temps. Alors ces 3 points, il faut très très bien, s'il vous plaît. Merci. On n'a pas paniqué du côté de Bienne et ça donne raison avec ce succès 3-0. On continue dans les clubs bernois. On va s'intéresser aux leaders. Au CP Berne, c'était le choc au sommet, bien sûr, le match très très attendu face à Zoug. C'était le choc également à distance entre les deux meilleurs portiers du pays. Et pendant un moment, on ne va pas dire qu'on s'est ennuyé parce qu'il y a eu du beau hockey, Patrick Opliger. Mais franchement, ça a accouché un peu d'une souris, finalement, ce choc au sommet. Oui, c'est vrai. Ça a commencé gentiment. On a eu 2 équipes qui se sont un petit peu observées, tout en étant quand même agressifs et très disciplinés. Et puis, il a fallu le premier but pour que le jeu s'ouvre un petit peu et puis qu'on puisse avoir du bon hockey. C'est marrant, agressivité, discipline. Il
Il y a un joueur depuis le début de la saison dont on vante les mérites justement pour sa discipline offensive. Puis il avait laissé de côté son agressivité, Gilles Montandon, et là, il nous a fait du Chirvet 1.0 et pas 2.0. Ouais, là, effectivement, je pense que c'est probablement une des pires charges qu'il ait donné dans sa carrière parce que là, il y va franchement franco de port et ce qui est malheureux, c'est qu'il y a probablement autre chose à faire avec le puck, c'est-à-dire poke-checker et partir en contre, mais non, là il va vraiment pour assommer le bonhomme, malheureusement. Et puis voilà, c'est un geste qui est tragique, c'est que tant mieux qu'il peut revenir au match et continuer de jouer, mais là, il prend quand même une sacrée volée. Hein. Ouais. Oui, Stéphane, on verra s'il y a ouverture d'une enquête ou pas. Ou pas. Ouais, bon, je ne veux pas me prononcer, mais là, honnêtement, il prend de l'élan, il jamais sa canne sur la glace, il ne sait pas de couper la passe. Rowe est déjà pourchassé par un joueur. Il est en train, oui, de tomber, mais Chervet a le temps de réagir, il peut le contenir, il peut jouer la rondelle, le puck pour partir en contre-attaque. Il y a plein de jeux mieux à faire que ça. Il est parti en droite ligne, il a targeté, comme on dit, et puis le joueur était coude en pleine tête. Ouais, presque l'impression que c'était une revanche, quoi, qu'il y a eu un antécédent pendant le match, puis il s'est dit, OK, toi acheté, et puis où je t'aurai, et puis voilà, mais c'était le moment, quoi. Je sais pas. En tout cas, Zouk n'a pas su en profiter. Sur le moment, on s'est dit, oula, peut-être que le match va déjà tourner alors qu'on joue depuis 7 minutes seulement, mais on va devoir se rendre en deuxième période avec une phase de powerplay, encore une, et le sniper, Lino Marchini, et c'est finalement le patin de Signon qui va dévier ce puck au fond du filet, Patrick Opliger, mais il y a eu une séquence, il y a eu 4 tirs de Lino Marchini. Ça, c'est le 4e qu'on voit. Alors, l'absence de Raphaël Diaz, c'était la pièce maîtresse, peut-être. Oui, c'est vrai que Lino Marchini est aussi une personne très, très importante sur le powerplay de Zougois. Il prend sa chance à chaque fois qu'il a l'occasion, il shoot énormément et puis il trouve souvent le chemin des filets grâce à ça. Et le but du break, le but le plus important dans ce match, c'est ce qui fait tourner finalement. C'est Thierry qui va partir en breakaway, Stéphane, et battre Leonardo Giannoni. Ça, c'est le but le plus important de sa carrière, probablement. C'est pas un joueur, c'est un défenseur défensif, avec pas tant de mobilité, mais rapide. Là, il bloque un shoot, il se sacrifie, part en breakaway. Une feinte en dessous du bras de Giannoni. 2-0, et la messe était dite du côté de Berne. Berne n'a jamais pu s'en remettre. Et les choses tournaient pour Zouk ce soir. On a quand même vu un match équilibré au niveau des tirs, chance de marquer, mais on chantait que les choses ne tournaient pas en faveur de Berne ce soir. Et puis que Zouk avait le vent dans les voiles, il est sorti très agressif, a joué un bon match. C'est pas jouer petit bras. Et juste un temps de glace ce soir à l'Atalo, a joué 28 minutes 39. Pas de prolongation, là, hein? 28-39. Et Schlumpf a joué 25-27. En l'absence de Diaz, ces deux joueurs-là ont été surchargés. Puis ils ont joué un bon match. Donc, voilà, résultat. Et puis, on a encore quand même 2 choses à vous montrer. La première, c'est la charge, vous allez voir, de Morand sur Ruffenhardt qui va nous faire des pompes quasiment sur la glace à la suite de cette charge dans le dos. Elle n'est pas belle. Il ne va pas taper contre la bande, me semble-t-il, là-dessus. Regardez, oui, il a une charge dans le dos, il est en déséquilibre, il arrive plat contre la bande. Et là, il fait un cinéma, mais pas possible. Oui, la charge n'est pas là. Il se laisse aller, il tombe. Il arrive. Allez, tout son corps arrive contre la bande. Là, il fait un cycle. On ne sait pas trop où il a mal, on ne sait pas. Et puis, résultat des courses, il était sur le powerplay 1 minute après. Il a frisé la mort pendant un moment. On a senti vraiment qu'il était à bout de souffle, presque en agonie. Oui. 1 minute après, il avait une chance d'aller sur le powerplay. Le coach a dit, ça va? Oh, oui, pas de powerplay, je vais y aller. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a quand même... Enfin, on va avoir votre avis, messieurs. Voilà, on a dit, si vous étiez avec nous, qu'on a sorti un petit peu le manuel de qu'est-ce qu'on peut faire dans un match de play-off pour influencer finalement les décisions arbitrales. On a le sentiment un petit peu, Patrick, je ne sais pas, là, il essaie d'en rajouter pour dire aux arbitres peut-être donner 5 plutôt que 2. Oui, je pense qu'il était déjà très content avec une pénalité de 2 minutes parce que c'est une petite poussette dans le dos, finalement. Ouais. Et puis, s'il était resté sur ses patins, peut-être que l'arbitre n'aurait même pas donné une petite pénalité. On va parler de match de play-off, finalement. Ce soir, on va voir le 3-0 de Widerström, c'est dans la cage vide, avec un Gaëtan Haas, Gilles Montandon, juste un mot. Bon, ça ne change pas la phase du match. Là, il y a une jolie pénalité pour obstruction qui va siffler. Absolument. Et puis là, Gaëtan Haas, il fabrique le 3e sur le bout. Ouais, là, effectivement, il s'est un petit peu troué parce que c'est vrai qu'il prend... Voilà, on voit très bien, il prend sa canne d'une main. Et puis là, c'est clair qu'il ne faut pas louper votre coup. Quand vous prenez la canne d'une main, vous couchez comme ça pour repartir avec le puck, pour prendre de l'élan. Donc,
j'ai l'impression que dans sa tête, il a déjà plus l'idée de partir en attaque que vraiment de contrôler ce puck là. Et puis malheureusement, le puck qui lui file là peut dire entre les mains et qui est malheureusement qui est dans l'axe et qui finit dans le but. Mais c'est pas ça qui fait perdre. Non, c'est ça, il n'y a aucune anecdotique, conséquence du tout. Non. Mais disons que pour lui, c'est un peu le masque. Est-ce que ce succès de Zoug Gilles Montandon est une bonne indication? C'est-à-dire, est-ce que psychologiquement, j'ai envie de dire, même Zoug marque des points, il va gagner, Berne était devant, d'un petit point, voilà, choc au sommet. Cette victoire, elle signifie quelque chose ou... Moi, je crois que c'est une belle signification aussi pour Berne, de se dire, bon, on n'est pas tout seul non plus, et puis pour les autres équipes. Donc, marquer les esprits, on essaye toujours en tant qu'équipe de marquer les esprits. Et ça, je pense que les esprits l'ont marqué. C'est pas un gage de garantie de titre de champion suisse, mais il faudra compter avec Zoug, qui normalement est toujours bien classé à la fin des 50 matchs de classement. Et puis qui patauge un petit peu après. Mais voilà, quoi. Là, je pense que c'est un signe fort que Zoug a envoyé. Qui jouait sans Klingberg, sans McIntyre, sans Diaz. Ça fait beaucoup. Bonne petite équipe, quand même. Allez, réaction à l'issue de ce match au sommet. On va écouter une réaction du côté du CP Berne, celle de Jérémy Camerzin. Jérémy Camerzin, défaite sans marquer de but ce soir. C'est quelque chose qui n'arrive pas très souvent à la Postfinance Arena. Comment vous l'expliquez ? Bon, je pense que si on analyse un peu nos dernières sorties, on a été solide derrière, mais on a quand même un petit peu peiné à la conclusion. Puis ce soir, c'est ça qui nous a fait défaut. Est-ce qu'on peut parler d'une nouvelle rivalité naissante entre Zoug et Berne, maintenant qu'ils sont passés devant ? Non, je pense que ça fait 3 ans que Zoug et Berne ils jouent le haut du classement. Donc on sait qu'à chaque fois qu'on joue contre eux, c'est des matchs serrés. Déjà 3 ans, c'était la finale des playoffs. Donc c'est 2 équipes qui se valent et ce soir, c'était un match de haut niveau, je pense. Merci beaucoup. Le match de haut niveau, on l'a vu dans les gestes techniques également et dans l'application des set plays. Stéphane nous l'a montré à diverses reprises lors de ses analyses. C'était notre top match. On va passer au top et au flop. On va peut-être commencer par les flops cette fois-ci. Patrick Opliguer, est-ce qu'il y a un flop ? Oui, on dirait Tristan Chervet. Le mauvais check de Tristan Chervet en début de match qui n'a rien à faire dans un match de hockey. Ouais, et qui aurait pu prêter à conséquence, parce que vous étiez à la 7e minute de jeu et 5 minutes pour cette pénalité majeure, ça peut tourner évidemment une rencontre. Puis le top, Gilles Montandon. Alors moi je voulais revenir sur notre petit Lino Marchini. Moi j'aime bien tous ces snipers, j'aime bien ces gars qui shootent au goal. Et Stéphane l'a montré en début de saison. Avant ce match-là, il avait déjà shooté 92 fois sur le goal. Donc voilà, c'est pas des shoots bloqués, alors ça veut dire qu'il en shoot encore, peut-être 50% en plus parce qu'il y a beaucoup de shoots qui sont bloqués. Mais c'est vrai que ce qui m'embête un petit peu, c'est qu'en Suisse, on a vraiment peu de gars qui sont dévoués à marquer des goals, qui régulièrement, ils ont 2 chances, ils en marquent un, et voilà. Et ce Marchini, c'est vraiment un gars qui, sur tous les matchs de placement, sur ces 50 matchs, est toujours bon. Après, on en a parlé avec Patrick, effectivement, play-off. De temps en temps, il y a quelques lacunes, il n'arrive pas à garder son niveau, voire l'augmenter en play-off, malheureusement pour Zoug, et pour lui aussi, dorénavant. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui, en tant que sniper, je veux dire, il a le sens du jeu, c'est un joueur truculent, il essaye, il y va, il est courageux, et sur les 2 contre 1, il est assez perso, je veux dire, voilà. C'est un gars on devrait en avoir plusieurs en Suisse, des gars comme lui. Oui, à voir ce que ça va donner un Zoug en play-off, en effet, avec le nouvel entraîneur également du côté de Zoug. Peut-être une gestion de groupe un petit peu différente que par le passé, notamment au niveau des temps de glace des leaders, mais on verra ça. Mais on va se replonger dans un match qui nous importait évidemment aussi ici en Suisse romande avec ce derby lémanique entre Lausanne et Genève Servette du côté de Malais 2.0. Lausanne qui avait été battue par Zoug la veille, Genève Servette qui s'était imposé après prolongation pour la soirée de peluche du côté des Vernets face à Rapperswil et Taylor Moy qui va ouvrir le score, 8e minute, 7e minute de jeu. Assiste de Nodari 1-0 seulement après 20 minutes de jeu dans un match qui aurait été dominé par Genève Servette. Stéphane avec une statistique des tirs hallucinante, faut-il le rappeler. Parce qu'à la fin du temps réglementaire, ça fait combien 47, ça a fini 47-22 avec les prolongations. C'est 42-20 avant le début des prolongations. Le 1 partout marqué par Wingles avec le coach challenge. On est allé voir de la vidéo pendant au moins 5 minutes sur cette action. On est, vous le voyez, en début de 2e période. Les jeunes lèvent le bras. Alors, on n'est pas allé voir pour un contact entre Zurkirchen et éventuellement Winnick. On est allé voir ça pour un hors-jeu bien plus tôt
On va le voir après ce troisième ralenti. Un jeu bien plus tôt finalement, regardez dans le tiers, c'est ici. Et Stéphane, on rappelle peut-être la règle. Bon, écoutez, dès que le puck, il faut que le puck traverse complètement la ligne bleue pour être à l'intérieur. Et au moment où le puck traverse, les joueurs doivent être au minimum en contact avec la ligne bleue. Regardez, au moment, en haut de votre écran, vous allez voir au moment où le puck va passer complètement la ligne bleue, il faut regarder en bas de votre écran, le joueur qui est en bas de votre écran, est-ce qu'il avait encore le patin sur la ligne bleue ou non? Difficile à dire. On ne peut pas savoir s'il est en contact. Il est comme en ballon. C'est toujours la difficulté de savoir si le pied... Parce que dès que le pied décolle de la glace, s'il est au-dessus de la ligne bleue, mais pas sur la glace, il est considéré comme étant dans la zone. Hein? Donc, moi, je pense que les arbitres doivent rester sur leur décision parce qu'on n'a pas la preuve qu'il était hors jeu sur cette séquence-là. Mais évidemment, on a validé le goal, donc on l'a gardé 1 partout. Puis ensuite, Lausanne va prendre l'avantage de 1 par Frick et 3-1 par Berchi à 4 contre 4. Et ce Berchi, Gilles Montandon, il est en forme. Il avait été montré du doigt, passablement critiqué. C'est un top transfert, évidemment, du côté du Lausanne Hockey Club. Et depuis quelques rencontres, il montre enfin peut-être toute l'étendue de son talent. Ouais, effectivement, j'ai l'impression qu'il a compris qu'il devait travailler encore un petit peu plus. Le talent ne suffit pas. Et là, j'ai l'impression qu'il a su hyper bien réagir. Et là, on voit, sur ce coup-là, il a un coup de patin. Je veux dire, il fait 2-3 petits coups de patin. Et le gars, il est seul au monde et il va défier le gardien assez facilement. Peu perdu dans la zone défensive du côté du Lausanne Hockey Club. Et c'est finalement Beson qui va pouvoir réduire le score. 35e minute de jeu. Un Genève Servette qui ne lâche rien, Patrick Opliger. Non, c'est vrai qu'il lâche rien, c'est le derby, tout le monde veut gagner. Il y a une grosse erreur défensive du défenseur lausannois. Et puis après, on voit les Genevois qui sont autour du but, qui veulent absolument mettre le puck au fond du filet. 3-2 après 40 minutes de jeu et on revoit une nouvelle fois depuis la caméra derrière la cage, la paluche comme on dit, pour cette réduction du score. 3 partout, Tom Ernest, 48e minute de jeu. Tom Ernest a aussi un gros temps de glace ce soir, les leaders du côté de Genève, que ce soit Tanner Richard, Tom Ernest et autres, ont véritablement enchaîné les minutes. Mais le coup d'œil là, au deuxième poteau, Wingles pour cet assist et cette passe lumineuse pour Tom Ernest, qui se retrouve dans une position, pas forcément celle d'un défenseur, mais évidemment... Passé par la porte d'en arrière, la backdoor, il s'est fait discret, il a appelé le puck, il est descendu. La passe était magnifique. Tom Ernest qui a joué plus de 29 minutes ce soir sur les 65, parce qu'on est allé en prolongation. Puis il est allé d'une feinte magistrale en prolongation, d'ailleurs, pour marquer un des 3 buts de Genève Servette. Rien ne sera marqué en prolongation, pourtant il y aura des grosses possibilités de part et d'autre. Il y aura même un poteau lausannois. On va se rendre au pénalty et c'est finalement à la suite du 7e pénalty, me semble-t-il, sortez-moi le boulier, que Tanner Richard qui avait déjà marqué un superbe goal lors de son premier essai, et bien va donner finalement la victoire à Genève Servette. 2 victoires après prolongation, après tir au but pour Genève. Donc très bon week-end. Et puis, allez, image, on parlait de sacrifice. Quand vous bloquez des shoots, parfois vous ne choisissez pas exactement où vous les bloquez, les shoots. Et regardez Genesi qui s'est sacrifié et qui l'a pris dans le popotin, celui-là. Et je ne sais pas, messieurs, si ça vous est déjà arrivé dans votre carrière. Alors, le problème, quand vous prenez un tir dans le popotin, c'est que quand vous retournez au banc... Il ne faut pas vous asseoir. Ben voilà. C'est aussi simple que ça. Alors, vous en profitez peut-être pour faire une petite prière. Mais regardez. Et... Oh là, ouais, non, on va pas s'asseoir. Voilà, c'était la petite image gag. Pourquoi quand tu as un doigt éclaté, ça ne nous fait pas rigoler, mais quand tu reçois ça, on sait que c'est pas grave, ça fait juste, on va faire un bon bleu, puis qu'il y a de la peine à s'asseoir, ça nous fait rigoler. Pourquoi ça? Hein? C'est bizarre. C'est humain un peu, hein? C'est des images cocasses, que voulez-vous, évidemment. Mais la morale de cette histoire, c'est quand vous allez bloquer un shoot, les gamins qui nous regardent, les jeunes, il est un peu tard, mais je sais que c'est samedi soir, ne vous tournez pas parce que les protections en général sont beaucoup plus efficaces devant que derrière. C'est ce que vous vouliez dire, Gilles, c'est ça? Non. Je pensais à son copain qui l'amène au banc, puis qui est derrière, puis qui le pousse comme ça. C'est des images de franche camaraderie, comme on dit. Allez, on va passer maintenant à la partie interview, si vous le voulez bien, et réaction. Réaction d'abord du côté des gagnants. On va écouter tout de suite Arnaud Jacquemet. Arnaud Jacquemet, on peut dire que Genève a perdu un point ce soir face à Lausanne? Oui, je pense que sur l'ensemble du match, on a sûrement perdu un point. Après, on sait que c'est difficile de jouer ici. C'est une équipe qui se bat jusqu'à la fin. On est quand même 3-1 derrière. Donc, d'être revenu comme ça manque du caractère. Et puis voilà, je pense qu'il faut retenir qu'on a réussi à gagner ici cette année. De nouveau, un bon début de saison, d'année, 4 victoires consécutives, c'est déjà pas mal.
Oui, c'est clair. Voilà, on est sur une bonne série de nouveau. On sait que le hockey, c'est souvent par série. La confiance est plutôt d'un côté que de l'autre par rapport aux autres équipes. La confiance est de notre côté en ce moment. Et puis, alors, espérons qu'on puisse la garder le plus longtemps possible. Merci bien. Le mot confiance revient bien sûr dans les propos d'Arnaud Jacquemet après ce nouveau succès de Genève Servette. Quel sera le mot-clé? On va écouter tout de suite l'interview de Inalbon. Loïc Inalbon, on a l'impression que Lausanne n'a jamais réussi à faire les choses face à Genève ce soir. Je pense que c'est pas ça. Je pense qu'on a bien joué. Ils ont aussi livré un bon match. Puis on sait qu'ils jouent vraiment bien ces temps. Et puis je pense qu'on a quand même bien joué. De mon côté, je trouve qu'on a bien joué. Qu'est-ce qui a manqué vraiment pour passer devant? Je pense un petit peu de power play, un peu. On n'a pas eu vraiment l'occasion d'en avoir. Et puis sinon, les petits détails devant le goal, on n'a pas su marquer d'un côté, et puis on n'a pas su faire un box-out, on dit, de l'autre en défense. Merci bien. Oui, voilà, on a été un peu soft en défense. On a donné beaucoup trop de tirs. La morale de l'histoire, c'est qu'on a donné beaucoup trop de tirs et de temps de possession à Genève Servette. Box-out, c'est tenir les attaquants de Genève à l'extérieur. Voilà. Et voilà pour l'analyse. Absolument. Ils n'ont pas si mal joué, mais ils ont quand même été dominés 48-22. Ils ont été dominés. Rappelez-vous ce poteau quand même en prolongation. Ce puck fini au fond, c'est 2 points pour Lausanne, un seul pour Genève Servette. Ça aurait pu évidemment pencher d'un côté comme de l'autre dans cette rencontre, tant le score était serré. On va passer à un autre club roman, Fribourg-Gotteron, qui accueillait Langnau. Là aussi, au niveau du classement, si vous avez la situation un petit peu en tête, c'est des matchs vraiment très, très importants à chaque fois. Ça a été une rencontre un peu particulière là aussi, puisque un petit peu comme Genève et Lausanne, la différence c'est que finalement Fribourg va s'incliner face à Langnau ce soir, mais aura dominé les débats, en tout cas au niveau de la statistique des tirs. Un premier but de Gag, Patrick Opliger. Ça, c'est le but terrible pour un gardien, finalement. Oui, c'est vrai qu'on voit, il a déjà le regard sur le joueur, le Berra, le regard sur le joueur qui est au deuxième poteau, alors que le puck est presque toujours sur la crosse du défenseur, de son défenseur. Donc, il a été pris à contre-pied. Il n'a plus de chance de réagir à ce moment-là. Et puis les mouvements, pas vous rabattez le puck en plus de votre jambière. Enfin bon, bref, vous dites que la soirée va être compliquée quand vous encaissez ce genre de goal. Il faut vite oublier. Et Bikoff a pu vite oublier. Regardez ce contact avec Pessonen, contact ou pas contact. Regardez, paf, Pessonen dans la tête de Bikoff, Stéphane. Oui, il a reçu l'épaule sur le menton, il est resté sur la glace. Il est revenu au jeu par la suite. On vous rassure tout de suite pour ceux qui n'ont pas suivi. Regardez, c'est un bon jeu. Il coupe la route de Bikoff pour récupérer la rondelle. Il tente de séparer l'homme de la rondelle. Il n'y a pas vraiment de saut d'extension du corps. C'est une différence de grandeur entre les deux hommes aussi qui est responsable de ça. Mais il reçoit un bon coup d'épaule sur la tête. Sur la tête, sur la magoulette. Et puis il va revenir au jeu. Pessonen n'a pas été pénalisé sur l'action. Mais je pense que ça va quand même être vu par le juge, à mon avis, parce qu'il y a quand même un petit contact contre la tête. On verra, mais c'est rien à voir avec Chervet, rien à voir avec Diaz, c'est pas dans la même catégorie que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. C'est pas une agression, quoi. Non, pas du tout. C'est un fait de jeu, plus qu'autre chose. Un duel. C'est un duel. Oui. Duel, fait de jeu, vous êtes d'accord, messieurs, avec ce qu'en pense Stéphane. Mais voilà, on va quand même voir ce que ça va donner pour la suite, évidemment. On en reste à ce score de 1-0 après 20 minutes de jeu. Le 2-0, Léguer, 29e minute de jeu. Un puck, là aussi, récupéré par Langnau. Et puis le tir sur réception de Larry Léguer pour son premier but de la saison, Gilles Montandon. Ouais, effectivement, là, c'est un magnifique goal. La passe du défenseur est bien dosé. Léguer, patinage arrière, il est gaucher, ça veut dire qu'il a toute l'ouverture, il a le bon angle pour mettre ce puck. Par contre, il le met bien, on voit. Et c'est vraiment un shoot croisé, deuxième poteau, pendant ce temps que Berra est en train de glisser pour fermer son premier côté, son côté gauche. Puck qui part à droite. Fribourg va réduire le score. Charles Bertrand à 5-4 qui va pouvoir marquer son 3e but de la saison. Le but de l'espoir, dira-t-on, pour des Fribourgeois. En même temps, on est à l'entame de période, Patrick Opliger. Il reste du temps pour Gotteron. Il n'y a qu'un petit but de retard. Il y a quasiment une vingtaine de minutes encore à jouer. On voit dans cette situation que les Fribourgeois vont sur le but. Ils ont envie de mettre le puck au fond. Et puis, pas toujours des beaux buts, mais qui sont importants. Il reste une vingtaine de secondes à jouer. Et là, Gilles Montandon, on a tricoté
côté de Fribourg-Gotteron, derrière la cage. Le but de gag de Gaëtan Haas tout à l'heure, là, c'est la sortie de zone ratée. Ça. Là, ils se sont vraiment donné de la peine pour faire un bordel pareil, parce que c'est vrai qu'il y a quand même plus simple à faire. Mais on a voulu faire une passe. Mais quand ça veut pas, ça veut pas. Toi qui as joué longtemps à Fribourg. Ouais. C'est Rollbas qui sort là, non? C'est le côté de la Rollbas, ça, non? C'est plus. C'est plus. Ah, c'est de l'autre côté maintenant. Parce que des fois, quand la neige, c'est ça. Non, mais la bande, elle ne réagit pas la même chose souvent. Ou la Rollbas, elle est décalée un petit peu. Puis des fois, ça n'a pas le même impact, le rebond. Donc, mais tu vas peut-être pas tripoter. Il y a beaucoup de neige, on n'a pas nettoyé la glace. Ouais. Il y a plein de bonnes raisons, je trouve. Mais là, t'en cherches quand même. Là, franchement, t'en cherches. On s'en mêle un petit peu les pêches. Voilà, c'est 3-1, score final pour Langnau face à Fribourg-Gotteron. Réaction après cette défaite fribourgeoise. On va écouter justement la réaction du buteur, Charles Bertrand. Alors Charles Bertrand, défaite face à Langnau 3-1 à domicile. On a trouvé Fribourg un peu sans idée ce soir. Est-ce que c'est le cas aussi pour vous? Je pense qu'on fait une première période qui est mauvaise. Ils avaient déjà joué la veille, nous on ne l'avait pas joué, donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas se permettre. À domicile en plus, donc la première période c'est notre faute. Après on travaille fort pour revenir dans le match. On marque au bon moment, troisième période au début, et on n'arrive pas à égaliser. Justement, ce but rapide en troisième période, vous n'avez pas réussi à garder cette énergie positive puis aller chercher rapidement l'égalisation? Je pense que l'énergie positive, on l'avait parce que toute la troisième, on était dans leur zone. Donc on n'a pas su marquer le deuxième, mais l'effort y était en troisième. Un bilan plus personnel, 7 matchs, 3 buts sous les couleurs fribourgeoises. Ce bilan, il vous convient pour l'instant? On peut toujours faire mieux. J'essaie surtout de me concentrer sur la façon dont je joue, de m'adapter encore plus à l'équipe, pouvoir aider plus l'équipe sur la glace. Et puis, c'est plus dans la forme de mon jeu que je me concentre. Merci beaucoup, Charles. Merci. Un mois et demi à peu près qu'il est là, qu'il a rejoint les rangs fribourgeois. Charles Bertrand, on est allé justement à sa rencontre à Fribourg, apprendre à connaître un petit peu mieux ce joueur. Qu'est-ce qui l'avait finalement motivé à signer chez les Dragons? Vous vous rappelez quand même que c'est tout simplement c'était le meilleur buteur dans le championnat finlandais. La saison passée, il a réussi plus de 30 buts, notamment en saison régulière. On écoute justement ce sujet sur Charles Bertrand. Bonne sensation. Le premier, malheureusement, c'était une défaite à domicile, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer ici avec une très bonne atmosphère. Et on est bien revenu le lendemain en gagnant chez eux. Donc, que du positif pour moi. Et je pense à jour après jour et on verra. Et premier but pour Charles Bertrand sur ses nouvelles couleurs. J'étais venu au tournoi Piccolo quand j'étais petit. C'est la dernière fois que j'étais venu à Fribourg. Après, je connais, quand je regarde un peu la Ligue depuis l'étranger, je connaissais un peu Fribourg. C'est un joueur premièrement assez rapide et après très technique aussi. Et je pense qu'il a un shot qui déclenche rapidement, donc il peut surprendre pas mal les gardiens. Donc offensivement, c'est un joueur très intéressant pour nous. Charles Bertrand délivre la BCF Arena alors qu'il restait 2-0-9. Ce qui m'a motivé de venir ici jouer en Suisse, c'est une ligue que j'avais dans le coin de ma tête, une ligue qui m'intéressait pour venir à un moment dans ma carrière. Donc j'ai une bonne opportunité de venir. Je me suis dit pourquoi pas. Mon papa il faisait du hockey. Mes parents m'ont mis sur la glace assez tôt, vers 3 ans et demi, 4 ans. J'ai eu des parents qui étaient vachement derrière moi pour m'aider à réaliser mon rêve de jouer au hockey. J'ai commencé en région parisienne à Viry-Châtillon. Après, j'ai joué en 3-4 ans à Rouen. Et à mes 16 ans, je suis parti en Slovaquie pour 1 an et demi. Et j'ai fini la saison en Autriche, ma deuxième saison à l'étranger. Et à mes 18 ans, je suis parti en Finlande, où j'y ai joué depuis la plupart du temps, à part une saison. Je suis allé en Suède et début de cette saison en Russie. C'est une bonne expérience. Elle s'est finie plus rapidement que je l'aurais espéré au départ, mais je prends beaucoup de positif de ce qui s'est passé là-bas. J'aime bien beaucoup discuter, prendre soin des gens qui me sont chers. Puis
En tant que sport, le hockey, ça prend assez de place, donc j'essaie plus de me reposer et de passer du temps avec les personnes que j'aime. Un joueur au parcours étonnant, hein, Gilles Montandon, c'est déjà un globe-trotter finalement, hein, puisqu'il est parti assez tôt, assez jeune, et il a fait déjà beaucoup de pays, beaucoup de championnats. Ouais, je pense que pour un club comme Fribourg, c'est bien d'avoir un joueur qui a acquis de l'expérience comme ça à l'étranger. C'est quelqu'un, ça veut dire, qui est, je pense, encore malléable. Et il a quand même dû, quand vous êtes à l'étranger et puis que vous avez ce statut d'étranger, vous devez en faire plus. Donc on voit très bien les étrangers qui sont chez nous, ils ont pas le droit à l'erreur. Donc c'est vrai que pour Fribourg-Gotteron, moi je l'ai vu à l'entraînement comme ça, c'est quelqu'un, son point fort, c'est quand même son shoot. Il a un shoot du poignet, il fait comme des coups punchy au golf. Il arrête son mouvement assez rapidement, mais c'est peu que fuse, donc c'est vrai que pour surprendre les gardiens, comme l'a dit Laurent Meunier, je pense que c'est assez juste, il a vraiment un super shoot. On peut avoir, il est là aussi pour se relancer, on l'a compris, du côté de Fribourg, avec une expérience un peu en demi-teinte en tant qu'AHL, après une excellente saison du côté de la Liga. Mais quelqu'un qui a marqué 30 buts, plus de 30 buts quand même dans le championnat finlandais, il peut être très très intéressant offensivement en effet. Ouais. On pourra voir ce que ça donne sur la longueur des ratons du côté de Fribourg-Gotteron. Il y a encore un match, messieurs, on va se replonger une dernière fois dans cette National League, parce qu'il y avait un Rapperswil-Lugano. Et ça va mal du côté de Lugano, c'était 4 défaites consécutives pour les hommes de Greg Ireland. Et on se posait la question forcément de savoir si l'entraîneur luganais pouvait survivre à une défaite face à la Lanterne Rouge. Et un Greg Ireland, on ne peut pas dire Patrick Opliger qu'il était sur les nerfs. Là, il est tout simplement en train de dire au caméraman, t'es gentil, mais tu vas aller ailleurs. Voilà, ça c'était pendant l'échauffement. Oui, je pense qu'il ressent la pression et la victoire de ce soir va le laisser redonner l'entraînement lundi matin, donc certainement, dirons-nous. Mais c'est vrai qu'il doit ressentir une bonne pression. Je pense que depuis le début de l'année, il est sous pression. Le gars, on l'a dit, très agressif avec les journalistes et tout ça, donc je pense qu'il n'est pas... Il y a pas mal d'ondes négatives autour de lui. C'est que, voilà, puis je pense qu'il y a un petit côté paranoïaque qui s'est développé avec ça. Là, donc, ça va pas être facile. Hein. Je pense qu'il ne dort pas si bien depuis le début de l'année, puis cumuler. Là. Et qui commence de critiquer aussi ses joueurs, de plus les protéger comme il le faisait en début de saison. On voit qu'il y a beaucoup de tension. Oui, clair. Et sur la glace, il y en avait aussi de la tension et surtout un scénario un peu dingue finalement pour cette équipe du HC Lugano et qui va finalement inverser la tendance, on va le voir dans cette partie à 2 reprises. L'ouverture du score, on est au premier tiers, 9e minute de jeu, powerplay, c'est Schlagenhoff qui va dévier ce tir de Spiller, assist de Profico également pour l'ouverture du score. Le powerplay de Rapperswil qui est l'arme un peu pour la Lanterne Rouge, une équipe... Je vous rappelle, est en quête perpétuelle de points, mais qui n'en glane pas beaucoup. L'égalisation signée Mauro Jorg, 27e minute de jeu. Lugano qui va trouver l'ouverture avec un bon tir là dans le slot. Un one-timer, Gilles, comme on les aime. Ouais, effectivement, l'effort du passeur est à relever. Après le shoot, là... Le shoot, effectivement, il prend toute la sécurité possible, il shoot quasi au milieu du goal, ça doit être passé sous le bras ou quelque chose comme ça, je pense, voir depuis derrière. Mais c'est vrai que ça reste poussif. Hein, le powerplay, justement, de Rapperswil, on va le retrouver, Wellman, cette fois-ci, qui peut doubler la mise, 2-1. Ça sera même le score après 40 minutes de jeu. Et on se dit que c'est compliqué pour le Lugano, vous imaginez. Le match que vous devez gagner, certes c'est à l'extérieur, mais... Il commence à avoir de la tension un petit peu. Le rebond est parfait. Chanceux, un rebond chanceux. Mettez le puck à la cage, il peut arriver plein de trucs. Il est à la bonne place au bon moment. Et sur réception, il pousse le puck derrière le gardien. On est en 3e période. Regardez ce rush de Bertaggia, le rebond. Tiens, on parlait de suivre l'attaque, Patrick Opliger. Ça, c'est un exemple. OK, 101 aussi. Vous devez suivre l'attaque. Et là, c'est parfaitement fait par le fait. Exactement. Bertaggia qui fait un très bon boulot, qui déborde et qui met le puck au but sur la jambière du gardien du côté droit. Ça donne un rebond qui est toujours favorable si on a un joueur qui arrive au 2e poteau comme ça a été le cas. L'image peut-être une des images les plus sympas de la soirée, Gilles Montandon, c'est ce rush de Grégory Hoffman. Regardez, hop, le petit pont, merci, au revoir, hop, encore un passement de jambes, on va dire, et puis finalement un gros câlin à l'officiel de ce match. Non mais, bon, Grégory Hoffman, superbe, ça c'est un but important. Hein. Ouf.
Ouais, d'une part, puis le fait comme il passe le défenseur, c'est qu'il fait pas de feinte, quoi. Et voilà, des fois en faisant rien, ça marche, ça passe. Et là, on voit vraiment qu'il a rien fait, ça a passé. Après, il garde cette lucidité justement pour le mettre au fond. Puis c'est vrai que l'image est assez cool parce qu'on voit beaucoup de joueurs, ils arrivent contre un officiel et enlève-toi que je passe. Et là, bien au contraire, il le prend, il le sait, parce que sinon, c'est clair qu'il aurait pu verser. Donc voilà, puis pour faire taire toute rumeur, autant le garder un moment avec soi. Hein. Absolument. Je trouve que c'est un réflexe puis une image quand même assez sympa. Ouais. Ça montre deux choses. Alors ok, on me dira, il vient de marquer, il est content. S'il l'avait raté, en général, quand vous ratez un goal, vous avez plus envie de casser votre crosse. Si vous avez en plus un officiel qui vous tombe dans les bras quasiment, vous avez envie de le pousser. Mais voilà, comme quoi. Tout est possible. Quand on veut atténuer un choc avec quelqu'un, on peut. Hein? On peut. Voilà. On peut. Voilà. On ne va pas tomber dans les bisounours non plus. Mais ça, on dit rien. Allez, messieurs, on va récapituler les résultats de cette soirée avec des victoires à l'extérieur ce soir. C'est un petit peu le leitmotiv. Regardez le succès de Zoug dans le match au sommet. La victoire de Bienne 3-1 et 3 autres succès à l'extérieur. 3-0 la victoire de Bienne, 3-1 donc pour les Tigers face à Gauthieron. Le succès de Lugano, on vient de le voir. Et la victoire de Genève-Servette après tir au but face à Lausanne. Le classement. 4 succès à l'extérieur ce soir. C'est cela. 4 succès à l'extérieur et le classement. Alors les deux premiers, 67-65, Zoug qui repasse finalement leader. On trouve Bienne avec 56, Langnau avec 54, Lausanne également, Genève 53, 52 pour les ZSC Lions, 52 également pour Ambri-Piotta et Fribourg-Gotteron. Ça, c'est la mauvaise opération. 5 points, hein. 47, 5 points, ça fait déjà 2 matchs, sortez-moi le boulier, puisqu'ils ont le même nombre en effet de rencontres, 32. Et puis Lugano qui va continuer de devoir cravacher. Ça va être passionnant, vous le voyez. Non, il y a beaucoup de prétendants et beaucoup de candidats quand même pour accrocher le bon wagon. On arrive à la fin de cette émission. Merci beaucoup Gilles Montandon. C'est à vous. Merci Patrick Opliguer, toujours un plaisir évidemment de vous avoir sur le plateau. Stéphane, on va se reposer un petit peu et puis on se retrouve la semaine prochaine. On va être attentif aux décisions bien sûr pour savoir s'il y aura d'autres sanctions ou de suspension bien sûr. Et on vous donne rendez-vous pour le studio, notez bien, ça sera vendredi prochain pour Zoug Bienne. Rendez-vous dès 19h25. Merci à toute l'équipe technique. Très bonne fin de week-end à vous, très bon dimanche et à bientôt. Bye bye.